voulais parler de Milwaukee OKC. Est-ce que tu l'as vu ce match-là? Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le Milwaukee OKC. Milwaukee OKC en début de semaine, je voulais en parler. Alors c'est vrai que Constant, qui est venu sur l'hebdo, m'a fait remarquer qu'on parle de OKC quand ils perdent. Mais non, c'est pas vrai on n'avait pas parlé avec toi de la victoire contre les Clippers ou un truc comme ça, Si. qui était assez impressionnante, Si, il me semble. si. Il me semble. Mais alors effectivement, on va parler d'une défaite d'OKC qui a été assez énorme, non, mais en tout cas une défaite pour OKC. On a vu quelques limites. On a vu pas mal de limites. Même si finalement, tu vois, toute la première mi-temps, c'est assez serré, c'est disputé au niveau du score, et puis ensuite Milwaukee prend un écart, mais dès la première mi-temps, on voyait un peu les problèmes de tactique en fait, et les potentiels problèmes auxquels devront faire face le Thunder en play-off. Pour moi, ça se résume à deux, et qu'on a déjà évoqué, mais le spacing autour de SGA, et comment est-ce que on peut arriver à boucher l'espace pour l'empêcher d'agir, et puis la défense du post-up aussi, on pourra y revenir, mais c'est vrai que le truc principal pour moi, c'est cette attaque, elle tourne aussi beaucoup avec le drive, et notamment beaucoup avec le drive de Shai Gilgeous-Alexander, qui est le driver le plus prolifique de NBA, enfin le plus, pas prolifique pardon, mais en termes de volume, celui qui fait le plus de drive. Et eh bien Baptiste, figure-toi qu'on a retrouvé la défense de Milwaukee de Budenholzer, en tout cas sur ce match-là. C'était, tu vois, j'ai regardé aussi contre les Pelicans, c'était moins le cas sur ce côté défense rotation agressive off-ball, ouais. mais là c'était le cas. Et pas que off-ball, pas que côté faible, je veux dire aussi côté fort. Donc en fait, un plan de jeu pour boucher les lignes de drive, etc. Ouais. Exactement, plan de jeu très simple de pick and roll, donc avec Brook Lopez qui fait son drop, mais comme on faisait avec Budenholzer, c'est-à-dire on amène aussi le joueur côté fort, le joueur côté faible, qui n'hésitent pas à abandonner leur shooter à 3 points pour venir boucher l'espace, quoi. Et on a revu un peu ces schémas-là très agressifs qui étaient la norme avant avec Budenholzer, qui était moins le cas cette année avec Griffin, puis avec Doc Rivers, on ne voit pas autant. Et là, je pense que le plan de jeu était clair, en fait, avec un joueur qui est comme ça, qui est le moteur de l'attaque d'OKC. Le plan de jeu défensif de Doc Rivers, c'est si toi tu fais ça, nous on va boucher l'espace, quoi. Et donc on va prendre plus de liberté finalement dans ces schémas défensifs, de vraiment boucher l'espace littéralement. C'est-à-dire qu'il y a plein de drives où le drive est commencé et il peut pas venir parce que il y a un défenseur en deuxième rideau, il y a le mec qui fait un stunt comme on dit, donc qui vient boucher l'espace, venir aider avant de revenir sur son attaquant, ou voire même de rester en place et de pas revenir. Mais il y a littéralement plein de drives qui sont impossibles. SGA n'est pas arrivé à aller au panier comme il peut le faire normalement. Jalen Williams aussi, même si lui il a eu beaucoup plus de réussite parce qu'il est capable de scorer un peu dans le short distance, tu sais, la zone des flotteurs et la zone des hookshots, ouais. Et tu vois, il y a 3-4 lay-up hyper impressionnants où la raquette est bouchée, mais il tire par-dessus, il va tirer contre la planche ou des trucs comme ça. Donc lui, il y est plutôt pas mal arrivé, mais ça montre aussi que cette attaque, mine de rien, elle a cette potentielle faiblesse, mais comme toutes les attaques, toutes les équipes d'élite ont des défauts structurellement, en termes de schéma. OKC, c'est ça, et je sais pas à quel point est-ce qu'il faut le prendre sérieusement ou pas, je sais pas à quel point est-ce qu'on exagère ce côté, ils sont pris une gifle, et ce côté, l'antidote, parce que c'est une équipe jeune, et que comme ils n'ont jamais prouvé, on se dit, est-ce que ça va pas être l'antidote qui va marcher complètement. Je sais pas à quel point on leur fait aussi un procès à propos de cette jeunesse, moi j'ai pas l'impression. Mais voilà, je trouve que Milwaukee a sorti la bonne carte pour freiner cette attaque, en fait. Ouais, et Milwaukee, justement, je sais pas comment toi tu te situes sur eux, mais j'ai l'impression que c'est un peu des montagnes russes. Mais bon, bref, c'est vrai que là, je regarde du coup, et ouais, il y a 25% de tirs au cercle pour OKC, qui est l'équipe qui drive le plus de NBA. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans la théorie d'OKC, on va dire, c'est aussi cette capacité à pouvoir théoriquement viser à peu près n'importe qui, à peu près n'importe quel mismatch, puisque tout le monde peut jouer du pick and roll, mais c'est toujours dans l'optique quasiment, à part quand c'est Isaiah Joe qui poste un ghost screen, mais c'est toujours dans l'optique de driver au panier. Et c'est l'équipe qui, de très loin, comme j'ai dit, drive le plus au panier en termes de moyenne avec SGA. Et c'est vrai que la question, c'est un peu quand tu bloques, c'est ce que tu as dit, mais donc je n'ai pas envie de paraphraser, mais c'est quand tu bloques cette source principale, quelles vont être les autres sources et à quel point elles sont capables d'être rémunératrices, tout simplement. Ouais. Et ça, là-dessus, je sais pas trop, mais du coup, question aussi pour toi, j'ai l'impression de ce que je vois aussi,
sur Twitter ou dans les stats que Josh Giddey va un peu mieux. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas le bon match, c'est pas le bon exemple? Alors, il va un peu mieux généralement. Ce match n'était pas fantastique non plus, mais c'est vrai qu'on a une tendance générale où je trouve qu'il va un peu mieux actuellement. Les tirs à 3 points rentrent aussi un peu plus, mais même au-delà de ça, je trouve qu'il va aussi un peu plus au panier. Mais tu vois, le match comme ça, on voit aussi les faiblesses de son profil, c'est-à-dire quand il va au panier, même il y a des fois où il y a des feintes de pick and roll, ou alors il glisse l'écran, ou alors il refuse l'écran, il va au panier. Mais sauf que quand tu as Brook Lopez ou Giannis Antetokounmpo sous le panier, Josh Giddey, c'est pas le mec qui va attaquer le contact ou qui va essayer de passer autour, qui va essayer d'y aller agressivement ou quitte à avoir des lancers francs. C'est plutôt ah mince, il y a un mec sous le panier, bon je vais déclencher mon petit flotteur à 2-3 mètres de l'arceau, quoi. Donc il y a un côté qui est pas implacable entre guillemets, je suis désolé de toujours utiliser ce mot. il y a un côté qui est pas malgré tout en fait. Tu vois, il y a plein d'autres drivers qui contourneraient, qui iraient au contact et qui tenteraient de faire un truc. Lui, c'est le contact, je vais l'éviter, et c'est un peu ça qui a bien marché, parce que tu vois, je t'ai parlé des stunts et de les mecs qui viennent un peu tout autour de la raquette, qui viennent boucher l'espace sur un drive plein centre de SGA. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu notamment quand OKC essaie de développer tous ces staggers. Donc, qu'est-ce qu'un stagger? C'est juste un double écran, pour simplifier. Un double écran pour quelqu'un qui sort pour un shooter, hein, donc un shooter qui prend 2 écrans. Et donc, Josh Giddey à la manette, notamment en tant que passeur. Sur les staggers, t'avais la stratégie du top lock. Et donc, c'est-à-dire, plutôt que de suivre le shooter derrière, les joueurs de Milwaukee se mettaient entre le shooter et l'écran. Et donc, juste, je t'empêche de prendre l'écran. Et ce qui neutralise totalement ces actions en stagger. Et puis, tu as aussi, sur le côté, essayer de cibler des joueurs, notamment Lillard, sur pick and roll. C'est là où Milwaukee a aussi été bon, parce qu'il y avait une stratégie très simple de switch, de soft switch, même j'ai envie de dire, de juste pas de décalage, on va pas essayer de boucher l'espace puis revenir ou faire un edge, etc. Non, on switch, il n'y a pas de problème, on switch. Mais sauf que le switch, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière, quoi. Donc SGA, il va chercher Lillard et il obtient sur le switch, ok. Mais sauf qu'en fait, c'est pas ça la couverture défensive. C'est pas un switch et un contre un. C'est que ensuite il y a quelqu'un derrière qui vient se mettre en aide et qui vient en fait empêcher le drive ou alors le contester en deuxième rideau. Donc vraiment la stratégie de Milwaukee a été assez bien faite et a mis un peu en lumière ce doute qu'on avait et qu'on a cette saison sur à quel point est-ce qu'en playoff, l'espace va pas se resserrer, le terrain va pas se resserrer, de par ses schémas notamment, etc., etc. Et c'est vrai que tu vois là-dessus, c'est un peu paradoxal, mais OKC, je sais pas si tu le sais, mais ils ont une des meilleures réussites à 3 points de toute la NBA. Ils sont à 39%, je crois, 39,5%. 39,5%, c'est 3e de NBA derrière Boston et Minnesota. Et tu vois, paradoxalement, je voulais en parler, ça aurait pu être d'ailleurs la stat de la semaine, mais 39% à 3 points, quasiment 40, hein, donc c'est très très bien, un 3e sur 30, sachant que les plus mauvais, c'est 35%, sachant qu'on ne maîtrise pas sa réussite à 3 points, mais enfin, il y a un côté chance évidemment, mais on la maîtrise beaucoup plus en attaque qu'en défense, parce qu'en défense, on fait face à littéralement tous les adversaires de NBA possibles, donc on choisit pas, et puis on peut pas totalement contrer un tir, à moins de le contrer le tir, tu peux pas altérer l'efficacité, mais par contre en attaque, oui, plus t'as des bons shooters, plus t'as une bonne réussite, tu vois, c'est pas pour rien que les plus mauvaises moyennes offensives à 3 points, c'est des San Antonio, c'est Memphis, c'est Washington, Détroit. Voilà, il y a pas de hasard, il y a aussi le talent des shooters. Donc voilà, plus t'as une bonne équipe et plus t'as des bons shooters, plus tu peux avoir un bon score. Mais avec le cas d'OKC, il y a des bons shooters, mais il y a aussi des shooters qui sont en réussite. J'ai pas envie de dire sur réussite, mais des shooters qui sont en réussite, on va dire. Et même au-delà de ça, même s'ils ont même s'ils les mettent à un très haut taux, je trouve pas qu'il y ait une telle gravité et je trouve pas qu'il y ait un tel spacing chez eux, parce que il y a pas que l'efficacité qui compte pour moi, hein, dans le spacing, il y a aussi le volume en fait. Et à OKC, j'ai l'impression que on a pas mal de joueurs qui mettent leur panier, mais qui, arrivant en playoff, je suis pas sûr qu'ils soient tous respectés de manière énorme, quoi. Et tu vois, on peut parler de Lou Dort, par exemple, qui cette saison est à 40%, c'est génial, mais Lou Dort ne va pas être respecté en playoff, je pense, en tout cas, pas à hauteur de 40%. Même sur certaines séquences de saison régulière, c'est pas le shooter le plus respecté déjà. Exactement. En régulière, quoi. Casey Wallace aussi, qui est à 41%, je ne le vois pas être respecté sur une série de playoffs non plus. Chet Holmgren, 37-38% cette saison. Bon, lui, je pense que peut-être un peu, mais
je pense que comme en plus il est jeune sur une série de playoffs, ça m'étonnerait pas que, en tout cas, la série pourrait commencer en mode montre-nous, tu peux les mettre et après on te défend. Je pense que un Lou Dort au Cassian Wallace, ça va plutôt être toute la série, on te respecte pas. Aaron Wiggins non plus, ou des mecs comme ça. Jalen Williams non plus. Même Kenrich Williams, il fait une saison. Kenrich Williams non plus, ouais. Ah ouais, tout à fait. Incroyable, enfin en termes de pourcentage, alors que c'est pas du tout dans son profil de base, quoi. Ouais, c'est tout à fait. Mais et du coup, ce qui fait qu'on a une réussite totale et une moyenne qui est très haute, hein, encore une fois, quasiment 40% à 3 points. Mais c'est que des shooters qui ont des petits volumes et qui pourraient ne pas être totalement respectés. Et là, on l'a vu hein, sur une configuration d'un adversaire de type playoff, Milwaukee a dit non, littéralement, non, on s'en fiche de vos shooters, quoi. Mais vraiment, hein, vraiment, il y avait plein de mondes qui étaient abandonnés. Et allez-y, mais on préfère nous boucher l'espace contre HGA. Et si vous voulez, tentez de nous punir, mais nous, on ne croit pas que vous pouvez prendre plein de 3 points et les mettre. Et je pense que ça pourrait être une physionomie pareille en playoff, quoi. Ouais, on préfère en gros se faire punir par du shotmaking de Luguentz-Dort que par du drive de Shai Gilgeous-Alexander. C'est un peu... si tu joues le jeu des probabilités, c'est une logique qui se comprend. Et puis oui, même si tu vas sur un joueur comme Jalen Williams, dont on a parlé, alors je pense qu'il va être très respecté, qu'il va être respecté, mais pas très respecté, je pense. C'est ça, ouais. Parce que... je sais que pendant même une partie de la saison, il était quasiment à 50% en pull-up à 3 points, ce qui est complètement délirant. Mais oui, enfin voilà, je pense qu'en fait, le seul shooter qui sera vraiment respecté pour sûr, c'est Isaiah Joe. Et exactement. Dans un autre style, mais parce que c'est un porteur de balle, Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est pas un joueur qui a une gravité de shooter et qui sera utilisé en tant que spacer, c'est-à-dire juste pour espacer le terrain, comme peut l'être... une star, je sais pas, Paul George par exemple, quoi, dans certaines configurations. Oui, tout à fait. Donc, et tu vois, je voulais aussi parler du volume parce que, bon, au niveau des profils, on les connaît et on n'a pas besoin de stats, mais tu vois, en termes de volume, ça se voit directement. Ouais. Celui qui prend le plus de 3 points à OKC, c'est Lou Dort, 5 par match. Bon, pour quelqu'un qui, nous, on pense qu'il devrait pas être respecté énormément en playoff, c'est un peu dommage, quoi. On a que des petits volumes, en fait. On n'a pas de vrais shooters, à part Isaiah Joe, évidemment. Mais comme tu dis, ouais, c'est un peu limité. Et, en première mi-temps, ils ont voulu utiliser un peu le profil de Jalen Williams, mais ça faisait un shooter en plus. Donc Kenrich Williams est un peu réapparu sur la deuxième mi-temps, un peu plus, en tout cas, pour un peu plus de spacing. Mais bon, il y a aussi des problèmes de post-up. Mais Marc Daigneault a aussi tenté de s'adapter parce que il y a la parade assez simple de si tu fais un stunt, si SGA commence à faire un drive et que quelqu'un vient depuis l'aile, le défenseur de l'aile abandonne l'attaquant pour venir. Si c'est Joe. Ben voilà, alors déjà t'as ça, mais t'as aussi une opportunité de si tu dézones, mais moi je vais venir poser un écran et du coup tu pourras pas revenir, quoi. Donc les fameux flare screen, il y a eu cette parade qui a été utilisée, mais pas trop de succès en termes de réussite. Mais donc vraiment voilà, le mec qui vient, il abandonne son attaquant pour faire un stunt, pour boucher l'espace, tu fais venir encore un autre joueur de OKC pour poser un flare screen, un écran, pour essayer de libérer complètement en fait l'attaquant pour le shoot. Il y a eu les fameux OKC fait ça tout le temps, toute l'année, hein, tous les matchs, en semi-transition. Ils essayent toujours de remonter la balle sur une aile et puis de l'autre côté, donc pas complètement en contre-attaque, mais pas complètement un set de jeu posé. C'est en semi-transition, on essaye, on fait, on fait un écran sur l'autre aile avec Jalen Williams par exemple qui pose un écran en semi-transition pour Chet Holmgren au cas où dans les premières secondes de la possession, il y a un tir ouvert à 3 points. Donc ça aussi ils l'ont fait, mais pas trop de réussite, pas trop respecté non plus. Et voilà, c'était un match assez parlant. Alors, on peut aussi dire que c'était une mauvaise performance, ce n'est qu'un match, mais vu que ça montrait un peu le schéma de comment est-ce que OKC pourrait galérer, je trouvais ça assez intéressant de le mettre en lumière, et surtout on attendra aussi les ajustements de Marc Daigneault aussi, hein. Peut-être qu'est-ce qu'ils pourront faire de plus ou de différemment, mais voilà, la physionomie d'une série de playoffs pourrait aussi ressembler à ça si la défense en face a le personnel et est au niveau. Et puis aussi oui le problème des post-up qui n'a pas été réglé, je trouve la défense des post-up, on avait déjà parlé contre Denver, on a déjà parlé contre les Lakers dans l'hebdo, et notamment les Lakers leur ont posé problème parce que avec Anthony Davis ou LeBron James, OKC savait pas de quel côté envoyer l'aide en fait. Tu sais, l'aide peut venir depuis la baseline, depuis la ligne de fond, donc il y a cet angle là, et puis l'aide peut venir aussi depuis plutôt l'aile, depuis le haut plutôt que vers le bas, donc l'angle est différent, mais
Et là encore, ils ont essayé un peu les deux, ça n'a pas marché. Contre les Lakers, c'était ça, en début de saison et sur les deux matchs. Contre Milwaukee, là, c'était un peu pareil, notamment Giannis en post-up. Ils ont essayé un peu les deux, mais à chaque fois, il y avait une coupe dans le dos, ou alors une première coupe dans le dos où Giannis se serre sous le panier, ou alors de l'autre côté, l'aide qui vient d'un angle différent, mais cette fois, extra passe, et on trouve dans l'autre corner Malik Beasley qui a un petit espace pour attaquer le close-out et pour aller au flotteur. Enfin bref, c'est un peu les deux faiblesses pour moi, c'est le spacing et à quel point tu peux arriver à défendre le post-up sans faire des prises à deux. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que Giannis était une menace trop grande, tu étais obligé d'apporter une prise à deux, et c'est comme ça que tu te découvres et que tu as tous ces décalages ensuite, quoi. Ouais, le problème de ce post-up, enfin, c'est révélateur en fait de quelque chose d'autre. C'est que le problème, c'est que c'est quasiment systématique en fait sur le post-up d'OKC. C'est aussi un principe, c'est de doubler parce que on n'a pas le joueur pour tenir de 1, je pense, et donc on essaye, on est obligé de doubler sur des joueurs comme Giannis, etc. Et le fait que ça crée un décalage systématique, je trouve ça un peu problématique. Et l'autre problème, c'est que aussi quand on n'a pas je trouve, de rim protection secondaire, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut doubler, mais du coup, sur les cuts, on va être très exposé. Et c'est un peu le même problème schématique, j'ai envie de dire, qu'il y a pour les rebonds. Et on sait qu'OKC est aussi c'est une des lacunes de l'équipe, c'est le côté rebond. Et c'est pour le coup, ce côté peut-être un défenseur avec plus de volume et de rim protection secondaire à côté de Chet Holmgren. C'est assez nettement ce qui manque au Thunder, je pense, et qui est la lacune, on va dire, défensive du Thunder aujourd'hui, quoi. Mais tu sais, c'est marrant parce que parfois dans un aspect un peu narratif, storytelling ou juste journalistique, on dit ils sont arrivés le couteau entre les dents, ils ont dominé physiquement telle équipe, etc. Et bon, moi j'aime pas trop. Alors c'est imagé certes, mais c'est pas tout souvent vrai ou parlant. Mais là en fait, schématiquement, les Bucks sont plus gros et ont agressé physiquement, littéralement dans les schémas, quoi. Avec le rebond, avec la domination au poste bas, avec la défense dans la raquette, etc. Donc il y avait des vrais éléments où, en effet, OKC, ça vole de partout, il y a des ghost screens de partout, des flare screens, de la défense dynamique, mais il y a aussi, comme tu dis, la question de la profondeur, la question des rotations en deuxième rideau, etc. Et le rebond aussi. Donc ouais, c'est match assez parlant. Avant d'enchaîner, je voulais te poser la question, parce que Jalen Williams a encore fait un super match, lui, pour le coup. Il est beaucoup moins passé au travers que SGA. Baptiste, est-ce que, je sais pas si c'est à toi qu'il faut que je pose la question d'ailleurs. Baptiste, dans 3 ans, on va dire, 25, 26, 27. En 2027, est-ce que c'est encore SGA le meilleur joueur du Thunder ou pas? Quand même. Sinon je pose la question, tu peux dire oui. Hein. Oui. Sinon, ça veut dire qu'ils ont 2 potentiels All-NBA first ou second team, quoi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, en vrai. Tu sais, moi, ça me fait penser à une autre équipe. Alors, je sais plus laquelle c'est, qui avait plusieurs MVP potentiels aussi dans son équipe. Ah, ça ira pas. Ça a pas dû aller très loin, ça. Ça a pas dû aller très loin. Non, mais question un peu provoque, évidemment. Enfin, provoque. Non, j'aime beaucoup Jalen Williams, mais alors, j'y ai évidemment devant, mais franchement, plus ça passe, plus le temps passe, plus je suis amoureux de ce joueur. Et surtout qu'il a un degré qui, je trouve, est un peu supérieur à SGA, c'est que c'est les mensurations physiques. Ouais, la physicalité. Donc, s'il arrive à atteindre le même niveau, mais avec une envergure bien plus grande, une taille bien plus grande, un impact défensif bien plus grand, mais beaucoup, plus même le playmaking, où je le trouve un peu meilleur aussi sur le playmaking. Ouais. Tu vois, tu mets tout ça bout à bout. Je sais pas, hein, si le scoring de Jalen Williams est identique ou similaire à celui de SGA, mais avec des mensurations plus grandes, en étant meilleur passeur, meilleur défenseur, je sais pas, ça me paraît pas impossible qu'on en parle, quoi, tu vois. Ça serait une excellente nouvelle pour OKC. Ce serait incroyable, mais ouais, je suis d'accord que alors SGA est déjà assez incroyable pour trouver des angles sur drive. Mais les angles que trouve Jalen Williams pour ses lay-ups, je sais pas combien de joueurs sont capables d'avoir ça, mais c'est un peu une erreur Jalen Williams dans le sens où
c'est un des rares joueurs, je trouve, qui a le combo déjà mensuration physique, explosivité et toucher de balle. Ouais. Et ça, c'est un combo de potentiel driver presque ultime, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. Plus, moi, la défense aussi qui est assez spectaculaire. Hein, le côté, parce que tu dis, il n'y a pas beaucoup de défense en deuxième rideau, mais il y a lui. C'est aussi, je trouve, un des meilleurs ailiers de protection du panier en deuxième rideau, lui, de NBA. Donc, ouais. Bon, question un peu provoque. Et puis, ok, ici, il n'y aura pas à choisir, on s'en fiche. Mais ouais, plus le temps passe, plus je l'aime beaucoup. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.